Alors, l'objet du cours, vous le savez, c'est essayer de proposer, au fond, un guide de lecture, une introduction à la République de Platon. Cette entreprise, au fond, elle peut se heurter par sa nature, dès le début, à 3 obstacles. Et je voudrais consacrer une bonne partie de ce cours à essayer de clarifier ces 3 difficultés, de manière, concrètement, d'avoir l'occasion de préciser un petit peu ce qu'on essaiera de faire, et d'autre part d'essayer de montrer aussi qu'est-ce qui justifie à mes yeux une telle lecture, une telle entreprise. C'est aussi une manière de s'expliquer sur les justifications, de développer un petit peu plus les attendus d'une université populaire comme la nôtre. Donc, dans la première partie du cours, j'essaierai essentiellement donc, de travailler ces 3 difficultés. Et si j'ai le temps, j'aimerais dire quelques mots dans un deuxième temps sur une question qui est peut-être, à mon sens, plus générale, mais qui serait centrale de cette lecture, parce que je pense qu'on la retrouvera au fil des séances. C'est la question de la partition entre savoir et aveuglement, ignorance et connaissance, qui est à la fois un caractère très classique, voire même un peu plat peut-être, mais qui finalement, parce qu'elle est le cœur presque aveuglant finalement de la démarche de Platon, nous semble incontournable. Donc pour le dire encore vite, et puis pour commencer ce premier moment du cours, sur 3 difficultés dans la lecture de la République de Platon, je vais traiter successivement de la question que Jean-Michel Milioni, d'une certaine manière, a déjà commencé à traiter la semaine dernière dans son cours sur Aristote, c'est-à-dire la question de l'anachronisme et du rapport aux anciens. En premier temps, j'essaierai de m'expliquer, au fond, sur comment et pourquoi lire un texte qui est vieux de près de 2400 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer y trouver, qui puisse justifier de se fermer par là au débat présent, de prendre ce temps pour voyager dans l'Antiquité, pour suivre un texte qui ne nous parle pas dans le même langage et dans les mêmes formes que ceux auxquels on peut être peut-être plus habitué. Ça sera le premier point. Le second point, il tient à une question qui se pose dans Platon, mais qui se pose plus généralement dans la lecture des classiques et dans la lecture de textes philosophiques, c'est la question de l'accessibilité du texte et plus simplement la question de sa difficulté. Au fond, la difficulté d'un texte philosophique, elle peut se présenter de 2 manières. Soit qu'on est un professionnel de la philosophie ou de cette lecture, c'est-à-dire si on est un prof ou un étudiant, les textes demeurent durs et la manière que va avoir un universitaire de se rapporter à cette difficulté va différer de finalement peut-être l'incompréhension première qui peut être celle d'un lecteur lambda, ou en tout cas d'un lecteur qui n'est pas un professionnel de cette lecture. Et je voudrais en profiter pour essayer de clarifier donc quel type d'effort suppose cette instruction et cette lecture. Enfin, dans un dernier temps, je voudrais consacrer un peu de temps à une difficulté majeure qui peut sembler anodine, puisqu'elle tient à la spécificité littéraire du texte platonicien. Platon, en effet, n'a pas rédigé, comme on le sait, des traités qui exposeraient une doctrine, une hypothétique doctrine platonicienne, mais au fond, il a uniquement écrit des dialogues. Alors, on peut prendre ça comme un procédé d'exposition, finalement assez neutre. Quand on rentre un peu plus profondément dans le texte, on se rend compte assez vite qu'il y a là à la fois un parti pris évidemment rhétorique, littéraire, mais plus essentiellement un jugement fondamental sur à la fois ce qu'est l'écriture, ce qu'est la lecture, et plus généralement sur la place de la pensée dans la société. L'idée que la pensée ne doit pas se donner dans cette espèce d'immédiateté que serait un traité qui nous permettrait de nous instruire finalement de la vie d'un tel ou d'un tel, elle est solidaire chez Platon, donc j'ai dit d'un jugement sur la fonction de la pensée et peut-être de son caractère d'échappement perpétuel. La pensée ne peut pas se fixer sous une forme définie, elle doit être finalement assumée par un être qui va se rapporter à un texte, à une discussion, à un objet, et sans jamais qu'on puisse lui donner une forme fixe. C'est donc pas, c'est encore un aperçu, mais l'idée c'est que ce n'est pas au fond un hasard si le platonisme prend une forme qui détermine, à mon sens, et là je ne pense pas innover, qui détermine l'essentiel de son fond.
J'irai même plus loin. J'essaierai de tirer de cette réflexion sur le dialogue une première entrée en matière sur le contenu même de la République de Platon, en essayant de suggérer en quoi, là encore, ce n'est pas un hasard, c'est une réflexion sur la justice, parce que, on le sait, c'est l'objet de la République de Platon. Hein. Qu'est-ce que le juste ? C'est pas un hasard si cette réflexion sur la justice va s'exprimer de manière dialoguée. Parce qu'au fond, cette réflexion sur la justice, elle prend deux aspects qui sont intimement solidaires. D'un côté, le problème moral, qui est exposé essentiellement par les deux premiers livres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie bonne ? Quelle est la vie qu'il faut mener ? Est-ce que la vie de l'injuste est préférable à celle du juste ? La question morale. Et d'autre part, la question politique, qu'est-ce qu'une cité juste ? Qu'est-ce qu'une cité bien administrée ? Comment penser le meilleur des régimes ? Comment expliquer le mal social ? Finalement, que Platon traite la question de la justice dans cette ambiguïté-là, la question de l'individu, la question de la société, qu'il la traite d'une manière dialoguée, c'est déjà montrer que finalement cette unité elle est problématique. Et c'est ce que j'essaierai de suggérer dans le troisième point de cet avertissement, de ces remarques préliminaires un peu sur le cours. Donc commençons par réfléchir à ces trois difficultés, et d'abord la première, la question de l'anachronisme. Alors comme je l'ai dit, comme en plus on a un enregistreur et on diffuse les cours sous forme de fichiers audio, je vais ici essayer de compléter, non pas me substituer ou redire ce qui a été dit par Jean-Michel Muglioni la semaine dernière, mais essayer de reprendre cette difficulté, au fond. Quel doit être notre rapport aux anciens, et comment affronter la lecture de textes qui est rendue éminemment complexe, en un sens, par la distance que le temps a créée et semble avoir creusée entre eux et nous. Cette distance doit certes, avant tout, être mesurée, c'est-à-dire jugée historiquement. Rien n'est en effet, en un sens, ni long, ni court en soi. Que sont 3 km ou 200 mètres, que seraient 2 siècles ou 1 heure, dans l'absolu. Rien. Nos jugements en la matière, ils sont entièrement déterminés par nos passions, et en ce sens-là, ils sont relatifs et confus. Qu'est-ce que je veux dire quand je suggère que notre appréciation du temps, nos jugements historiques, sont au fond déterminés par nos passions. On peut prendre l'exemple de l'amoureux. Un amoureux qui s'est séparé des retrouvailles avec sa belle d'1 semaine, nécessairement il va trouver le temps long. Et l'ami qui va lui dire écoute, c'est pas si long, ça va venir vite, puis il y a le travail, etc., va sembler au fond un raseur, quelqu'un qui n'a rien compris. L'absence et la passion, ici, elle va creuser le temps. Elle va lui donner un caractère infranchissable. A l'inverse, pour prendre un autre exemple, le promeneur qui a tout son temps, le vacancier, ne va pas s'effrayer des distances de sa randonnée. Alors que 200 mètres, quand on a peur de rater son train, nous semble une très longue distance. Qu'est-ce qu'il s'agit de comprendre par ces exemples ? Que se borner à dire que Platon est vieux de 2400 ans, c'est pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas approfondi l'idée et l'idée et les passions qui structurent notre jugement historique. Par là, on va comprendre que l'enjeu de la mesure, qu'elle soit celle du temps ou de l'espace, est un enjeu qui va beaucoup plus loin qu'une simple question d'objet. Condorcet, qui, vous savez, celui qui a donné le maître à la France, a fait bien plus que proposer une convention utile pour régler le cadastre ou la maréchaussée. En effet, la première condition de l'entente entre les hommes, c'est d'abord moins de s'entendre sur les choses que d'essayer de s'entendre sur la manière dont on va s'y rapporter. C'est-à-dire de trancher non pas entre la question de savoir si 200 mètres c'est long ou pas, mais d'essayer justement de se donner une commune mesure qui va nous permettre de sortir des impensés passionnels ou des impensés historiques qui vont être source d'aveuglement. Rien n'est toutefois plus difficile que d'apprendre à ne regarder le monde que tel qu'il peut être objet de mesure et de compréhension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dire à un amoureux qu'une semaine, finalement,
représente uniquement cette rotation terrestre. De même, essayer d'indexer une distance sur une fraction du méridien terrestre ne va pas beaucoup nous avancer quand on a envie de savoir si effectivement l'île est loin de Paris ou tels exemples. Il faut donc parvenir à sortir en premier lieu de ces passions pour pouvoir enfin essayer de donner une mesure au monde. Et c'est en ce sens-là que l'effort même, instituer la possibilité d'une mesure, beaucoup plus, donc, comme je l'ai dit, qu'une simple question de convention, une question technique, va beaucoup plus loin et suppose au fond d'inscrire une rupture entre deux manières de voir le monde, une manière qui serait celle de l'aveuglement et une manière qui serait celle du jugement. Là-dessus, pour faire une remarque un petit peu polémique, moi je me souviens avoir vu, polémique pas tant que ça, pendant la dernière campagne présidentielle, un spot de Ségolène Royal qui était censé faire pièce à un slogan, travailler plus pour gagner plus, et je me souviens, il y avait une jeune femme qui disait travailler plus, moi je trouve que je travaille déjà beaucoup. Ici en l'espèce, on voit bien la charge polémique, ou en tout cas dans le cadre du débat politique, on voit bien ce qu'on veut dire. Mais d'une certaine manière, ce qui est dommage, c'est qu'on échappe complètement, on évite complètement la question qui serait de savoir qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce que c'est que la dignité du travailleur, pour rester enfermé dans la simple logique du conflit d'opinion. Cet exemple, et puis les exemples précédents, nous permet de rentrer déjà finalement essentiellement dans la démarche platonicienne, puisque la question du qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la science, est par excellence la question socratique. L'effort de Socrate, qui, dans le feu des discussions, alors qu'il explique par exemple à Laquès, qui est un militaire, qui lui demande mais au fond qu'est-ce que le courage, lui qui a le corps couturé de cicatrices, et qui lui explique que finalement c'est pas ses exploits qui témoignent de sa connaissance du courage, c'est ça le geste de Socrate. On comprendrait donc, notons-le encore, une grande partie de la théorie des idées, ce qu'on appelle la théorie des idées chez Platon, en se bornant à réfléchir sur cette idée de mesure, c'est-à-dire sur ceci que l'idée n'a pas pour vocation de représenter la vérité d'une chose, mais plutôt la condition qui nous permet d'en parler. Il me semble que c'est ça l'essentiel. Je vais essayer d'expliquer ce point. Poser au fond qu'il y a un juste en soi, c'est-à-dire un juste qui est tout le temps juste. Poser qu'il y a un beau en soi, c'est-à-dire un beau qui n'est pas laid en fonction des humeurs ou en fonction des modes. Ce n'est pas tant supposer une espèce d'essence qui planerait de manière un peu mystérieuse au-dessus du monde. C'est d'abord faire paraître, dans le monde des passions humaines qui est celui du discours, c'est essayer de faire paraître une exigence de compréhension. Peut-être qu'au fond, la théorie des idées n'est que ça. C'est-à-dire d'essayer d'exhiber quelles sont les conditions pour lesquelles, sous lesquelles une discussion et un dialogue peut véritablement avoir lieu. Il ne s'agit donc pas de céder à un quelconque idéalisme, mais, comme j'ai dit, d'exposer des conditions du discours, des conditions qui sont en un sens politique, parce qu'il s'agit d'exiger de quelqu'un qu'il fasse cet effort pour essayer d'entrer en relation véritablement avec nous, pour qu'on puisse s'entendre en vérité, pour qu'on puisse parler des mêmes choses. Donc, au fond, la doctrine des idées n'est sans doute pas une doctrine au sens fort, mais bien une politique. Elle suppose une attitude des citoyens qui, rompant avec le jeu des passions publiques, pose la question de l'essence. Et ça, c'est Socrate. Il ne saurait donc y avoir de concorde entre les hommes sans intelligence. Et ça, c'est Platon, c'est la République. C'est cette conversion de l'attitude socratique qui consiste à rompre avec, de manière assez surprenante, avec cette capacité d'ironie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est celle de Socrate. Il s'agit de transformer cette attitude de Socrate en un jugement sur la chose commune, sur la politeia, la République, et d'essayer de comprendre que la seule condition de la concorde entre les hommes, elle passe précisément
par ce recours à l'idée. C'est-à-dire que cette défense de la philosophie qu'on va lire dans Platon, comme défense d'une disposition à juger le réel, et non pas simplement à être agi par lui ou à suivre les passions du temps. Elle est constituée chez Platon comme une politique, et on voit bien que, ce faisant, elle transforme le sens de la politique. En effet, si la politique est bien l'expression des passions communes et des individus, c'est le sens commun qu'on accorde à la politique. On est là pour dire son opinion, pour s'indigner des comportements de l'autre camp ou de ce qui nous choque chez autrui. Si la politique, ce n'est que cela, cela veut dire qu'on ne sortira jamais du conflit. C'est-à-dire que l'entente est impossible. Et Platon n'ignore pas, la cité athénienne et ses déchirements le lui ont prouvé abondamment, il n'ignore pas que les hommes sont des êtres de passion. Simplement, le pari d'une pensée philosophique de la politique, ce pari-là, c'est que la réalité passionnelle du monde, la réalité de l'incompréhension, de la violence, n'épuise pas le champ de la réalité humaine. En ce sens précis, on a vu, la démocratie d'opinion, pour Platon, n'est qu'un état de guerre. Et si la cité idéale, qui n'est pas idéale en n'importe quel sens, mais si la cité idéale de Platon, cette cité qui est gouvernée par la raison, parce qu'elle est gouvernée par un homme ou des gouvernants qui sont eux-mêmes philosophes. C'est-à-dire qu'ils vont savoir regarder les passions humaines, l'économie, la religion, non pas avec l'œil de ses propres passions, mais avec l'œil du géomètre, celui qui va donner une mesure, qui ne va pas, par exemple, compatir aux souffrances de l'artisan ou s'exalter des passions guerrières qui pourraient animer le soldat, mais qui va les regarder comme des éléments auxquels il s'agit d'imposer une mesure. Donner une mesure à l'activité guerrière, on le retrouvera dans le livre 4, par exemple. Les soldats doivent être entraînés, doivent être forts, courageux, il faut qu'ils fassent de la gymnastique. Mais attention, la gymnastique peut endurcir le corps et faire au fond du soldat une brute. C'est pourquoi il faudra compenser dans l'éducation des soldats, il faudra compenser l'éducation sportive, la gymnastique, par la musique qui va adoucir l'âme. Pour instituer ce type d'éducation, il faut, de la part du législateur, un regard sur les passions humaines qui est un regard de géomètre. En ce sens, si vous voulez, si la leçon de la République se borne à nous dire que il n'y a pas de lien social si on ne fait pas cet effort d'essayer de poser comme préalable à la politique l'idée d'une mesure, c'est déjà une grande leçon de scepticisme politique. Ce que j'essaierai de montrer un peu plus tard, c'est que Platon, dont on peut se demander s'il espère lui-même qu'un jour les rois seront philosophes ou les philosophes deviendront rois, je pense que c'est très bien que c'est une utopie au mauvais sens du terme, au sens courant qu'on lui attribue. S'il sait très bien ça, cette leçon même nous suffira à comprendre qu'on n'a pas beaucoup de choses à attendre de la politique commune. Et cette puissance de désengagement, qui est celle de Socrate lui-même, qui dans l'Apologie rappelle qu'il s'est bien gardé de faire de la politique, sera à tout prendre déjà une mesure assez riche. La première exigence, et j'en reviens à cette question de l'anachronisme, la première exigence est donc de donner une mesure à nos passions historiques. La question du rapport aux anciens, si on comprend correctement ce que j'ai essayé d'expliquer sur la question de la mesure, comment est-ce qu'on peut sortir d'une approche aveugle des choses, mais pour leur donner la proportion géométrique qui est la leur, finalement cette première exigence de mesure doit nous apprendre à mettre à distance et surtout à nous défier du sens de l'actuel, de notre sens un peu spontané de l'actuel et de l'inactuel. Alors cette première mesure, Jean-Michel Mulony l'avait dit la semaine dernière, cette première mesure c'est la chronologie. La chronologie restitue un ordre. Évidemment, il faut comprendre que ce qui nous sépare de l'Antiquité, par exemple, c'est le christianisme. Mais elle ne fait pas que restituer un ordre. C'est-à-dire qu'elle ne se borne pas à une suite de dates qui serait au fond donnée en licence à l'appétit ou à
à la mémoire de chacun. Une chronologie, c'est bien plus que ça. Elle nous permet donc essentiellement de mesurer le temps et de le rattacher à la notion d'époque. C'est-à-dire comprendre que, par exemple, l'école de Platon, l'académie, a duré 9 siècles. C'est essayer de se dire, essayer de supposer, d'imaginer que pendant 9 siècles, dans des conditions de transmission du savoir qui ne sont pas les nôtres, il y a eu des centaines et des centaines de gens pour défendre un enseignement, pour défendre des textes, pour les transmettre, avec une somme de patience, de dévouement, que justement on aurait tendance à oublier. De la même manière, comprendre que près de 1000 ans séparent le début du christianisme des cathédrales romanes, nous permet d'imaginer la patience et la lente maturation qui a pu substituer à une secte que Marc Aurèle appelait les opiniâtres, qui couraient après lui dans son voyage en Afrique, raconte comment les saints, enfin, les devenir des saints couraient après lui pour réclamer l'honneur de se faire dévorer dans le Colisée pour témoigner de leur foi, ce qui semblait complètement fou pour un stoïcien comme Marc Aurèle. Comment est-ce que ces premiers chrétiens sont devenus les grands médiateurs de la féodalité médiévale au XIe siècle. Donc une chronologie ne doit pas simplement se borner à restituer une frise, mais elle doit nous permettre de mesurer l'épaisseur des temps et d'essayer de suggérer que derrière la succession des époques et des notions, parce qu'on a tous un peu une idée de ce que c'est que l'Antiquité, ce que c'est que le christianisme, etc., de restituer derrière ces opinions un peu générales une somme de travaux, et au fond peut-être une sociologie historique qui échappe au jugement quotidien. Donc il ne s'agit pas de savoir si Platon nous parle, s'il nous semble actuel ou inactuel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lui appliquer la grille de lecture qui est la nôtre quand on ouvre le journal du matin. Alain disait du reste que nul ne s'est jamais instruit précisément d'un journal. On ne cherche pas à apprendre dans un journal. Puisque on va lire justement le journal, on va consulter le média, non pas pour apprendre ce qu'on ne sait pas, mais plutôt pour retrouver ses propres passions et ses propres opinions. Nous lirons donc Platon, non pas comme un journal qui aurait à entretenir nos passions, à nous garantir de nos propres certitudes. Nous ne lirons pas Platon, par exemple, pour nous féliciter de tous les progrès qu'on a effectués depuis l'âge de Platon, ou au contraire pour désespérer de l'incurie du monde contemporain à l'aune de la noblesse, je ne sais pas, de ce que serait un platonisme historique. En ce sens-là, si on le comprend bien, une lecture philosophique a pour mission de nous guérir de deux vices qui sont symétriques, qui sont le traditionnalisme, la croyance que le passé vaut en lui-même, la croyance que le passé délivre un message qui serait transparent, mais en même temps, il doit nous délivrer d'un vice qui est peut-être encore davantage le nôtre, qui est celui de la croyance progressiste, qui consiste à, par principe, dévaloriser ce qui est ancien, pour la bonne raison ou la mauvaise raison, qui est que la nouveauté est toujours apport de mieux. Ces deux vices, ces deux passions, le traditionnalisme et le progressisme, deux passions qui se succèdent en général le plus souvent dans la même conscience. C'est-à-dire que on a en nous un traditionnaliste qui va vitupérer contre le présent au prétexte que voilà, tous les grands acquis sociaux, intellectuels, scolaires, etc. sont passés à la moulinette par le présent, ou au contraire, pour l'instant d'après, finalement, passer de ce traditionnalisme-là, un éloge de l'avenir, du progressisme, et un appel à la nouveauté. Donc, une lecture philosophique, et je pense que la force d'un texte comme celui de Platon est de nous contraindre à ce type de lecture, c'est avant tout de poser comme prérequis à un jugement historique cette idée de mesure.
essayer de porter le soupçon sur ce qu'on pourrait appeler le journalisme philosophique. La thèse que je vais essayer de soutenir, c'est que ça n'existe pas. On peut faire du journalisme, mais que ça n'a rien à voir avec la philosophie. Le journalisme qui est une manière de relayer, de travailler finalement dans les passions du temps, et si vous voulez, n'est pas... il n'y a pas de solution de continuité entre cette attitude journalistique et puis une attitude qui serait philosophique, qui consisterait à essayer de juger ses passions. La philosophie ne peut pas être actuelle. En ce sens-là, là encore, il ne s'agit pas tant d'apprendre une leçon de l'histoire dans la lecture de Platon, mais d'apprendre surtout que l'histoire ne se juge pas par elle-même, qu'elle ne délivre pas de leçons, et que cette puissance de retrait qui est exigée par le texte philosophique, pour comprendre, on est obligé de mettre de côté nos préjugés historiques. Cette puissance de retrait, elle est en elle-même source de lumière, et peut-être, j'essaierai de le dire à la fin, finalement être capable de s'abstraire du temps présent, c'est peut-être déjà politiquement une forme de militantisme, je veux dire, qui est assez neuve et peut-être une des seules efficaces. Pour terminer encore, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais finalement pour solder un peu cette question de l'anachronisme, tout ça c'est quelque chose d'assez bien connu, quelque part. Pourtant, il y a un vaste hiatus entre le dire et le faire. Lire ainsi n'est pas aisé. Le propre de l'aveuglement, je conclurai là-dessus, c'est qu'on ne sait pas qu'on s'aveugle. Le propre de l'aveuglement, c'est qu'il est toujours nourri d'une certaine lumière. Quelqu'un qui va condamner l'Antiquité au prétexte que l'Antiquité c'était l'esclavage, le malheur, etc., le fait non pas par stricte bêtise, ça peut exister, mais il le fait parce qu'il a une certaine idée de l'homme. Une idée qui n'est pas forcément mauvaise. Donc les préjugés historiques en eux-mêmes, et nos passions, ne sont pas l'expression d'une espèce d'idiotie native. À l'inverse, ces préjugés, ils sont nourris d'idées. Et c'est ce qui les rend dangereux. C'est en ce sens-là où je le retrouverai à la fin, un aveuglement quelconque, qui soit passionnel, un aveuglement moral, qui va nous amener par exemple à préférer le pouvoir à la justice. Bon, ça c'est très général, mais toute forme d'aveuglement, qu'il soit moral ou historique, se nourrit de demi-idées. Et c'est en ce sens-là où l'exigence du dialogue, celle de faire paraître les idées sur la scène du dialogue, est une manière de nous guérir, non pas de la passion, que par commodité on oppose à la raison, mais de nous guérir de ce qui, dans nos passions, sont des fausses raisons, des demi-raisons. Je me proposais de terminer cette mise au point sur la question de l'anachronisme par la prise en compte seulement de cette difficulté. Platon est peut-être un des auteurs, c'est le cas de tous les grands philosophes, mais peut-être un des auteurs dont l'accès est le plus compromis par la somme de préjugés historiques qui ont présidé à sa lecture. D'une certaine manière, l'œuvre de Platon est un peu le champ de bataille des idéologies, au sens où, comme par convention, on désigne souvent dans Platon le premier philosophe, le premier grand philosophe de la tradition, finalement cette origine-là a servi de miroir à toutes nos passions politiques. Finalement, chaque penseur a son Platon, et lit dans Platon non pas ce que Platon dit, et ce que Platon veut dire, parce qu'on va voir que ce que Platon veut dire, c'est pas évident de savoir ce qu'il veut dire, mais au fond, va y retrouver ses propres passions. J'ai plusieurs exemples. Un article de Simone de Beauvoir qui est là-dessus assez révélateur, c'est un article qui s'appelle « La pensée de droite aujourd'hui », et dans son argumentaire, pour qualifier la pensée de droite en 1950, plus tard pour qualifier le gaullisme, elle va se référer à Platon comme étant le modèle, quelque part, de la pensée bourgeoise. Quelques formules pour décrire la République extrait de cet article. Le refus de l'histoire, mission des élites, idéalisme mystificateur, au prisme des passions politiques des années 50, Beauvoir se construit un Platon presque sur mesure. C'est pas dire que c'est une mauvaise lectrice, c'est dire que c'est une tentation
qu'on va retrouver à chaque pas. Et c'est en étant fidèle, j'essaierai de le montrer dans le troisième moment, quand je parlerai de la question du dialogue, c'est en étant fidèle à l'intention littéraire de Platon qu'on pourra peut-être, justement, essayer d'éviter de tomber dans ce type d'aveuglement. Ne croyons pas, enfin c'est toujours facile de voir les contresens des autres, mais le problème c'est que là, bien concrètement, en croyant dire quelque chose d'intéressant, je cède moi-même à une forme d'aveuglement. Donc autre type de contresens, qui est un contresens non pas rigoureusement opposé, mais qui va un peu dans le même sens. Marx, dans le Capital, livre 1, chapitre 14, section 5, nous voit dans l'œuvre de Platon que l'idéalisation athénienne du régime des castes égyptiennes. C'est ce qui veut dire, fidèle à sa théorie matérialiste, il va lire dans la République une représentation d'une société esclavagiste, et à travers évidemment la question de l'idéalisme platonicien, dire au fond ce que fait Platon, c'est mettre en forme, créer une espèce d'idéologie qui justifie le régime des castes. Or, le problème c'est qu'il suffit de lire justement dans le livre 4 ou le livre 5, quand vont déferler l'essentiel des paradoxes socratiques et platoniciens de la question de la cité juste, pour voir que ce modèle des castes, Platon le met très concrètement à mal dans son propos. Alors, je peux prendre un exemple. On a souvent tenu rigueur, pour d'autres raisons, à Platon dans le livre 5 de la proposition de la communauté des femmes. La communauté des femmes et des hommes. C'est-à-dire que les gardiens n'ont pas le droit de fonder de famille. Donc on est quand même dans un régime des castes qui est particulier, puisqu'il rompt avec une tradition fondamentale des castes, c'est-à-dire l'idée de l'hérédité des conditions. N'oublions pas qu'aussi une des missions du philosophe roi, c'est de présider aux accouplements. Il faut croiser les bonnes personnes avec les bonnes personnes pour avoir des gardiens qui ont une bonne nature. Là encore, cette idée d'un eugénisme, alors c'est anachronique évidemment de parler d'eugénisme, mais cette idée d'une instrumentalisation de la reproduction, ça veut dire que la famille, ça n'a aucun sens. Dans une cité juste, les gens nobles n'ont pas de famille. C'est les artisans qui effectivement ont une existence entre guillemets bourgeoise. Donc là encore, on voit la tentation qui est celle de Marx d'essayer de faire coller une lecture de Platon qu'on peut supposer assidue, mais de la faire coller non pas à ses préjugés comme il est facile d'en avoir, mais aux idées qui nourrissent ces préjugés. C'est-à-dire, ce qui travaille Marx, c'est une pensée de l'histoire. Et c'est justement en cherchant cette pensée de l'histoire qu'il va s'égarer dans la lecture d'un texte. On va dire que ce n'est pas forcément essentiel au marxisme de savoir s'il lit bien Platon. Peut-être qu'on peut lire Marx pour lire autre chose que des commentaires de Platon. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner comment est-ce qu'à chaque fois, finalement, faute d'un jugement historique, faute d'une mesure à nos jugements, et d'abord, en tout cas, de la compréhension d'une exigence qui serait celle de la mise à distance, on tombe dans le contresens. Bon, ce qui est amusant, c'est que là, on a un Platon de droite, bourgeois, etc., qui nous est peint. On a le Platon stalinien, communiste, qui nous est peint, par exemple, par Karl Popper, dans La Société ouverte et ses ennemis, son grand texte de politique. Popper, dans les années 40, nous explique que le totalitarisme stalinien a une origine qui est Platon. Il insiste sur, par exemple, un des points de son argumentation, c'est de dire Platon nie l'individu. Cette représentation d'une société qui est juste, non pas parce qu'elle préserve les droits des individus, mais au contraire parce qu'elle, par la forme des institutions, par l'articulation des groupes sociaux, tout ça, pour Popper, on voit bien, c'est illibéral, c'est totalitaire, c'est aliénant, etc. Mais là encore, quel peut être le sens de faire un procès en antilibéralisme à Platon, alors même que, outre le fait que c'est anachronique, on pourrait se demander s'il n'y a pas d'œuvre plus libérale, au sens de Popper, que la défense d'un individu comme Socrate, qui revendique les droits de la pensée et du jugement contre finalement les normes sociales, pour utiliser encore des termes qui ne sont pas ceux de Platon. Même contresens, un dernier, j'arrête un peu la liste, mais même contresens, par exemple, chez quelqu'un comme Onfray, qui, dans la communauté philosophique,
seul ouvrage de lui que j'ai lu, mais parce qu'il concerne les universités populaires, nous peint un Platon comme étant un Platon totalitaire, un Platon, là encore, anti-individualiste, etc., pour tresser des lauriers à Épicure et son jardin, en disant voilà, le jardin d'Épicure, c'est beaucoup moins formel que l'Académie de Platon, etc. Mais là encore, double contresens, d'une certaine manière. On s'imagine un Platon qui est un peu celui de Popper, mais en plus on s'invente un Épicure. Le jardin d'Épicure, il y a des murs. Et le but du sage épicurien, c'est de vivre entre soi, loin de la mer, comme il y a un texte célèbre de Lucrèce là-dessus, loin de la mer où tous les gens s'agitent. Donc il y a un retrait de la société chez Épicure qui est revendiqué. Parce que la seule manière d'être sage et d'être heureux, c'est de s'éloigner d'une cité qui est vouée aux passions. Bon, bref. Que retenir de ça? Finalement, ceci qu'à tout prendre, une bonne chronologie, Jean-Michel vous en a donné une, une bonne chronologie et l'absence de préjugés d'école sont finalement les meilleures armes pour lire Platon. C'est peut-être un peu long pour dire ça, mais là encore, c'est important si on arrive à comprendre qu'il y a une manière érudite et professionnelle de lire qui institue en effet bien concrètement le refus de comprendre. Le danger de l'histoire de la philosophie, sous ce rapport, c'est qu'elle prédispose à négliger ce que j'ai essayé de montrer comme essentiel. C'est-à-dire que, d'une part, l'histoire de la philosophie tient pour acquis que les doctrines ont un sens qui serait à peu près défini, et elle fait même, elle fait commerce de débats sur le sens de ces doctrines, alors qu'on peut peut-être se demander si la philosophie a pour but d'élaborer des doctrines, mais elle peut peut-être aussi être la défense d'une attitude philosophique. En ce sens-là, il y aurait une tradition socratique qu'on pourrait retrouver en chaque philosophe. Bon, ça, c'est une suggestion. Mais cette manière professionnelle de lire, de trop lire, va finalement nous éloigner du sens même des textes et de la capacité, leur étrangeté, qu'un spécialiste de Platon finit par ne plus ressentir. C'est en ce sens-là où, paradoxalement, et c'est un peu l'intention d'une université comme la nôtre, d'essayer de montrer que l'université, comme toute forme de milieu, suscite des aveuglements. Aveuglements qui ont une noblesse, c'est-à-dire qui reposent non pas sur des égarements ou des passions sociales qui seraient, l'ambition ou l'étroitesse d'esprit, mais qui naissent du fait qu'il y a tout un tas de pensées et de jugements qui ne sont pas mesurés, qui ne trouvent pas à se proportionner, et qui donc égarent à son insu le penseur. Ça soulève donc une seconde difficulté, peut-être plus ardue, et parce qu'au sens propre, elle soulève un problème de confiance. Finalement, les paradoxes, ou en tout cas les quelques remarques que j'ai essayé de faire sur la question du temps, notre rapport au temps, essayer de pressentir en nous-mêmes comment est-ce que nos préjugés traditionnalistes ou progressistes nous égarent, peuvent être lus comme des problèmes techniques. On peut se dire que qui peuvent être vaincus par une méthode. Une méthode de lecture. Des gens comme Léo Strauss, par exemple, qui ont beaucoup réfléchi à leur rapport aux anciens, vont justifier leur lecture par une espèce de fidélité au texte, un sens de la littéralité, essayer de comprendre pourquoi est-ce que Platon, à tel moment, fait telle remarque. Cette fidélité au texte, qui est un parti préméthodologique, devrait nous garantir de plaquer, ou au contraire de plaquer de l'inactualité ou de l'actuel sur des œuvres qui doivent d'abord nous instruire. Donc ça pourrait être un problème technique. Mais finalement, si on pouvait résoudre des problèmes intellectuels que par des techniques, si on pouvait finalement s'imaginer que pour comprendre Platon ou pour comprendre un grand texte, il suffirait d'avoir entre guillemets un bon professeur, quelqu'un qui vous donne des principes à appliquer, ça serait très simple. Mais rapidement, on va rencontrer une autre difficulté qui tient à la difficulté, je l'avais dit. Une difficulté qui tient à la difficulté propre du texte. Pourquoi est-ce que Platon c'est dur à lire, au fond ? Cette difficulté, elle ne va pas tenir à la complexité de la langue. Platon, dans la tradition philosophique, il y a des philosophes qui sont beaucoup plus techniques. Finalement, Platon, ça se lit bien. Elle ne tient pas non plus à une quelconque formation qui serait nécessaire à sa lecture. Les textes de Platon se donnent avec une espèce de naïveté qui les rend accessibles un peu à quiconque. C'est pas pour autant que justement c'est pas pour autant que c'est des textes faciles.
C'est un auteur difficile, Platon, parce que, au fond, on ne peut pas s'instruire de lui autrement qu'en lui faisant confluence. Et j'irai même plus loin, les lumières qu'on peut tirer de Platon sont en rigoureuse proportion de la confiance qu'on est capable de lui accorder. Et Platon, je vais vous le montrer, a conçu son œuvre pour user notre patience. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est un peu long. On a l'impression qu'on voit où il veut en venir, et pourtant, on a les questions, les réponses, Socrate va reprendre un nouvel exemple, etc. Bref, il faut accepter d'être impatient, des fois, à la lecture de Platon. Et cette impatience, elle va nous révéler une difficulté qui est en un sens insoluble, et qui tient à la nature même de la philosophie pour Platon, et peut-être de la philosophie en général. Pourquoi ? Parce que l'intelligence de la République, ce à quoi on pourrait essayer de viser par un cours, essayer de comprendre ce que finalement Platon a voulu dire, qu'est-ce qu'on peut en retirer, elle suppose dès le début une connaissance de la fin. Il y a un cercle. L'œuvre, elle est une, c'est-à-dire qu'elle constitue un tout organique, où chaque partie, chaque élément va se répondre. En sorte que lire véritablement un texte philosophique, c'est toujours supposer ce qu'on n'a pas encore lu. C'est-à-dire que la lecture d'un texte se décline sous la forme d'une anticipation constante de ce qu'on ne sait pas encore. Ce cercle est très profond. Platon l'a lui-même théorisé à travers un des points de sa doctrine. C'est une doctrine qui est le mythe de la réminiscence. Comprendre, ce n'est pas apprendre, ce n'est pas remplir l'outre vide que serait notre tête d'informations qui nous permettraient d'avoir comme ça une espèce de gradation continue du savoir, comme une coupe ou un capsule qui se remplirait progressivement. Comprendre, c'est toujours parvenir à se rappeler de ce qu'on a compris, et ainsi d'approfondir ce qu'on a toujours déjà en train de comprendre, et qui serait la vérité pour Platon. Parce que le paradoxe du Ménon, c'est que soit celui qui ne sait rien ne peut pas commencer à apprendre, parce qu'il n'a aucun instrument pour réfléchir, et celui qui apprend, d'une certaine manière, ça veut dire qu'il sait déjà tout, et qu'il n'a plus qu'à se ressouvenir. Bon, ça, c'est des paradoxes qu'on trouve dans le Ménon, et dont je ne veux pas dire beaucoup plus de choses. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la République. Et je vais prendre ici deux exemples du type de présupposition, en tout cas d'anticipation qu'on trouve dans le texte. Le texte s'ouvre par un petit prélude qui paye pas de mine, en un sens, puisque c'est Socrate qui se fait interpeller par une de ses connaissances, Polémarque. Polémarque envoie un de ses esclaves, et encore, je commenterai assez précisément ce prélude, mais Polémarque envoie un de ses esclaves pour retenir Socrate qui reprend la route du Pirée pour aller à Athènes, pour rentrer chez lui. Et Polémarque finit par rattraper Socrate, le petit esclave lui a dit d'attendre, et il y a un débat qui s'instaure. Socrate dit, bon, en gros, moi je veux y aller, j'ai pas que ça à faire, et Polémarque lui dit, nous, c'est dommage parce que nous on est nombreux et toi t'es tout seul, donc par la force on te contraindra à rester. C'est un jeu, parce qu'ils sont amis. Mais finalement, ce jeu, qu'est-ce qu'il exprime ? Il exprime déjà un paradoxe majeur qu'on trouve au livre 5 de la République, qui est que les meilleurs doivent être contraints pour gouverner. Ce grand paradoxe, c'est que, vous savez, Platon va dire, une cité juste est gouvernée par les philosophes, par les gens, les sages, ceux qui sont justement capables de gouverner parce qu'ils se gouvernent eux-mêmes, capables de donner une mesure aux autres parce qu'ils ont donné une mesure à leur passion. Or, ces gens-là savent très bien que si on les envoie au pouvoir, ils vont devenir fous, ils vont faire n'importe quoi, et qu'ils ne pourront pas conserver la paix intérieure qu'ils ont conquise. En ce sens-là, Socrate va développer un paradoxe qui est étrange. Il dit que les meilleurs gouvernants sont ceux qu'on contraint à gouverner. Déjà, quand vous avez envie d'avoir le pouvoir, ça veut dire que c'est mauvais signe. La passion du pouvoir est le signe du fait que vous allez mal gouverner. Et là encore, quand on dégage ce paradoxe-là, ça donne un petit peu de recul sur ce qu'on peut voir couramment autour de nous. Ce prélude où on voit Polémarque qui va contraindre Socrate, non pas à gouverner, mais à une discussion, finalement prend son sens une fois que vous savez justement qu'au livre 5, c'est ça qui va réapparaître, et que vous avez un petit peu le sens littéraire, un sens littéraire de ce qui se joue, de ce qui se joue dans cette scène. Deuxième exemple de ces anticipations. Je parlerai, je pense que ce sera le prochain cours,
je parlerai du livre 2 et du double défi qui domine tout le reste de la République. Au livre 2, vous avez les deux frères de Platon, Adimante et Glaucon, qui posent le problème de la justice. Ils le posent avec autrement plus de virulence et de force qu'au livre 1. Et ils vont dire, bon, finalement, quel est l'intérêt d'être juste? Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai peur de rien, parce que Glaucon et Adimante, c'est des jeunes hommes intelligents, ambitieux, etc. Pourquoi est-ce que moi, je m'abaisserais à être juste, si j'y trouve pas la paix et la meilleure des vies? Donc ce défi-là, qui commande toute l'économie de la République, Socrate ne donnera pas de réponse. Au fond, il en donnera une, c'est dans le mythe d'Air, qui conclut d'Air le Pamphilien. Au livre 10, vous avez un récit mythique qui vous dit, bon, c'est un récit de la purification des âmes, qu'est-ce qui se passera après la mort, et Socrate nous laisse un petit peu là-dessus. Là encore, le sens de la question tout le sens des pages du livre 2 nous échappe si on n'a pas un petit peu en tête ce qui va être dit. C'est-à-dire qu'au fond, la question à laquelle soumis Socrate par Glaucon et Adimante, elle n'a pas de réponse. Le fait qu'elle n'ait qu'une réponse que mythique, ça veut dire qu'elle n'a pas de réponse. Ou alors qu'elle peut avoir une réponse comme il y a une réponse à quelle heure est-il. Finalement, cet éclairage permet de comprendre que Platon a bien compris qu'il n'y a pas de moralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un que le juste, c'est effectivement la vie qu'il faut mener. On ne peut pas le convaincre. On peut essayer de comprendre que la vie du juste est finalement un bon pari. Quelque chose qu'il faut tenter. Mais si on n'a pas ça en tête, on est toujours suspect, on est toujours tenté de croire que Socrate est au fond l'avocat des bonnes mœurs et qui cède aux moralistes quand il dit bon bah quand même, etc. Ces deux exemples doivent nous convaincre que comprendre Platon exige non pas simplement la maîtrise de la lecture et la capacité à lire un livre, mais une patience propre. Et une patience qui nous est demandée par Platon et sans laquelle finalement on va perdre notre temps. C'est-à-dire, cette patience, c'est celle de la lecture philosophique qui consiste à savoir lire, non pas pour s'informer de ce que dit l'auteur, mais de savoir lire pour préparer la prochaine relecture. Savoir lire pour relire. C'est une difficulté qui est que je disais insoluble, parce que si vous supposez que vous n'avez jamais assez lu pour pouvoir arriver à relire correctement, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'on va pas commencer. C'est le problème du commencement en philosophie. Il faut accepter que d'une certaine manière, on commence de manière perpétuelle. On est toujours en train de reprendre ce qu'on sait déjà. C'est pour ça que pour moi l'exercice consiste à essayer de retrouver, de dire quelque chose de Platon. Ça peut pas être simplement le fait de délivrer un savoir que je pourrais maîtriser plus ou moins. C'est essayer de se contraindre à relire Platon et y retrouver quelque chose. En ce sens-là, que le savoir soit à la fois circulaire, c'est-à-dire que toute compréhension présuppose une compréhension préalable, et que le devenir du savoir lui-même, à quoi ça va servir de lire? Simplement à relire. Ça montre que d'une certaine manière, Platon nous impose de rompre avec une représentation, je dirais, transitive du savoir. C'est-à-dire de cette idée qu'il y a un moment où on est savant. C'est ça la philosophie. L'invention du terme de philosophie veut dire ça. Avant, vous avez les sophoi, les sages, ceux qui savent, ceux qui ont appris et qui donc maintenant savent. Les seuls sages aux yeux de Socrate, c'est peut-être les techniciens. Ceux qui effectivement savent peindre un mur et savent construire une table. Là, on peut dire qu'effectivement, il y a une formation qui vous permet d'aller de l'état de maladresse initiale à l'état d'artisan ou de maître artisan. Là, il y a transitivité, là, il y a formation. Pour tout ce qui touche à l'esprit, Platon va suggérer qu'il n'y a pas de formation intellectuelle. C'est un paradoxe puissant, de dire qu'on ne se forme pas à être intelligent. Il n'y a pas de professionnel de l'intelligence. Il y a une pratique de l'intelligence, une pratique de la réflexion, qui consiste à toujours revenir sur ce qu'on sait. Et c'est ça, le philosophe, c'est celui qui désire savoir et qui est mu par le désir de savoir. Cette leçon, et cette difficulté propre, qui consiste à dire qu'il va falloir affronter un texte qui, non pas n'a pas de sens, mais ne donne pas son sens, ne délivre pas son sens,
c'est-à-dire qu'il pourrait justement nous délivrer de la nécessité de le relire. Le propre des mauvais romans, c'est qu'une fois qu'on les a lus, on a passé un bon moment, mais on n'a pas la tentation de les relire, parce qu'on se dit, bon, voilà, on y a cherché un moment pour se distraire. Si la philosophie ne se lit pas comme un mauvais roman, si Platon ne se lit pas comme un mauvais roman, c'est qu'il nous impose de faire le deuil de l'idée qu'on puisse capitaliser le savoir. La vision d'un savoir comme un capital intellectuel est complètement étrangère à Platon, et elle nous contraint à essayer d'interroger cette idée qui est celle de l'érudition, du savoir universitaire. On peut dire que voilà, vous avez lu beaucoup de livres, vous avez une mémoire remplie de détails. Pour Platon, on peut comprendre comment est-ce qu'on devient un érudit. Il y a une formation pour faire des érudits, il n'y a pas de formation pour faire des philosophes. Et c'est bien ce que veut dire Socrate quand, face au paradoxe de l'oracle de Delphes qui l'a désigné comme l'homme le plus sage, il répond, moi, c'est qu'une chose, c'est que je sais que je ne sais rien. C'est pas une fausse humilité. C'est pas là en train de faire le modeste. Ça serait de montrer qu'il y a des passages où Socrate fait le modeste. C'est pas une manière de faire le modeste, c'est une manière de dire que moi, quel est mon savoir? C'est que j'ai compris la différence qu'il y avait entre, je vais dire, une pratique intellectuelle qui n'a pas trait à l'esprit, l'érudition, la mémoire, etc., et la compréhension. J'ai la science. Quelle est la science de Socrate? Le je sais que je ne sais rien. C'est la science de ce qui va distinguer la pensée de ces formes abattardies pour lesquelles on la confond. La difficulté, pour conclure là-dessus, la difficulté du texte, elle tient donc à ce que l'ouvrage qu'on va essayer de lire n'est pas un support de communication. Les élèves, souvent quand ils commentent un texte, commencent par dire alors là, voilà ce que le texte veut dire, ou alors le texte, enfin l'auteur écrit ça parce qu'il a un message à délivrer. Le problème, c'est que Platon ne cherche pas à faire passer le message. Platon n'est pas un communicant. Au fond, un texte qui est justement un support de communication, c'est un texte dont la cible, ou en tout cas la fin, est en dehors de lui-même. Une pub ne vaut pas parce qu'elle dit, elle vaut par l'effet qu'elle entend produire chez le spectateur, qu'elle va toucher dans sa passivité, qu'elle va toucher dans ses passions, etc. On comprend bien. Mais le problème d'un texte philosophique, c'est que l'effet qu'il produit ne dépend pas de la qualité, ne dépend pas en dernière instance de la qualité de son écriture. L'effet que va produire un texte philosophique, il est proportion de ce que vous y trouverez, de ce que vous voudrez bien essayer d'y trouver. Un texte qui est pensé en vertu de son effet n'est donc pas un texte de philosophie, mais c'est un discours qui a pour but d'émouvoir et non pas de solliciter l'intelligence. Un texte qui sollicite l'intelligence, c'est un texte dont on comprend qu'il va falloir le relire. C'est une platitude de dire ça. Mais ça suppose que le lecteur soit prêt à affronter quelque chose qui traverse toute la poésie du texte platonicien, c'est la frustration. Il y a une frustration. Alain disait de Platon que Platon c'était une pensée de mécontent. Il faudrait penser l'idée pure, il faudrait parvenir enfin à comprendre ce qu'on n'arrête pas de dire, qui est là sous nos yeux, on ne s'en sort pas. On fait un argument, puis ça tourne, la discussion tourne court, etc. Et pourtant ça ne suffit jamais. Je vais dire, le relief poétique, à mon sens, du platonisme, c'est l'expérience de cette frustration qui est aussi un plaisir. Qui est toujours, la frustration philosophique, pour Platon, c'est le pressentiment qu'il y a plus à comprendre, qu'il faut revenir là-dessus. Et il faut bien reconnaître que ce sentiment peut décourager la lecture. Et ce sentiment, on n'est pas en droit de le supposer de tous. Ça va nous amener un peu au dernier point, ma dernière difficulté. Si on a à peu près compris ce qui séparait la République d'un document historique, si on a à peu près compris ce qui séparait la République d'un support un support de communication, reste à comprendre pourquoi est-ce que tout ça s'est passé par un dialogue. On arrive au troisième problème, cette question de la forme dialoguée,
qui est le problème peut-être central, décisif, puisqu'elle nous contraint à comprendre que si on cherche à lire dans la République la pensée de Platon, celle-ci échappe tout le temps. On l'a dit, elle échappe, d'une part, cette pensée, par la distance qui nous sépare de lui, distance historique, qui constitue le texte en miroir pour nos propres passions. Il est difficile, peut-être même impossible, d'avoir une lecture qui serait neutre, sans parti pris, qui serait vierge de toute forme de colère contre le temps présent. C'est en ce sens-là que, la semaine dernière encore, Jean-Michel Mugni nous avait expliqué finalement quels étaient ces partis pris et pourquoi est-ce que le rapport, la lecture qu'il pouvait faire d'Aristote était une manière d'éclairer des passions contemporaines ou de discuter l'injustice courante avec le renversement que Aristote nous contraint à faire entre savoir qui est l'esclave et qui est l'homme libre. Bon. Bref. Donc, la pensée de Platon va échapper parce qu'elle est d'abord prise au miroir des distances historiques. Elle va échapper par la perfection de son expression, c'est-à-dire Platon a écrit une œuvre d'art précisément au sens où on ne peut pas la découper en morceaux, faire des extraits, on va en faire un peu, mais quelque part c'est toujours pour s'inviter à reprendre, à les relire. On ne peut pas la découper en extraits, c'est-à-dire la considérer comme quelque chose qui n'a pas été conçu comme un tout unique, où toute partie se répond. Il y a un jeu permanent d'analogie, de renvoi interne au texte, qui fait que le texte est inépuisable, comme objet littéraire, et puis comme objet de compréhension. Et enfin, la pensée échappe par la structure même du dialogue. Alors, je vais dire quelque chose là-dessus. Il est assez naturel de penser que pour connaître Platon, il suffit de lire son œuvre. Le problème, c'est que Platon ne parle jamais dans son œuvre. C'est pas Platon qui parle, ça va être Socrate, ça va être tantôt Céphale, qui est le père de Polémarque, qu'on rencontre au début du livre 1, ça va être Glaucon, ça va être Gorgias, ça va être Protagoras, ça va être tous les personnages de Platon qui vont discuter ensemble. Alors, en général, cette remarque agace, parce qu'on a quand même... On se dit qu'on est assez malin pour justement ne pas être dupe de ce jeu littéraire. Et on va, de manière assez docte, se dire, voilà, la pensée de Platon, elle n'est pas partout dans son œuvre, mais elle est dans la parole de Socrate. C'est Socrate le porte-parole. Or, le problème de Socrate, c'est qu'il y a un petit paradoxe. Bon, d'une part, à refuser d'exprimer sa pensée, de la mettre en scène par des discussions, et d'inscrire tout ça dans une dialectique, c'est-à-dire un art de parler. Mais admettons même que Socrate soit le porte-parole de Platon. Il y a un petit paradoxe à tenir un homme qui était connu pour son ironie comme un porte-parole. On ne peut pas se rapporter à Platon sans se demander qui est Socrate. Or, Socrate, dans sa parole même, apparaît comme un être qui échappe, qui a un langage qui est en permanence double. On ne sait pas ce que Socrate pense. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde ne cesse de demander à Socrate. Socrate ne fait que parler, mais on lui dit, mais finalement, tu penses quoi? Ça rime à quoi, hein? La pensée de Socrate paraît échapper tout le temps, au point qu'elle semble toujours une provocation. Il faudra être attentif aux provocations de Socrate. Au début du livre 1, Socrate parle avec Céphale, qui est donc un vieil homme, et il lui dit, alors, maintenant que tu es vieux, tu as une expérience, on peut se demander s'il ne se moque pas de lui. Parce que, évidemment, il va le tourner un petit peu en ridicule avec sa sagesse de vieillard, Céphale, pour finalement lui dire, bon, voilà, t'es sage, t'as calmé tes passions, mais c'est quand même bien, t'es riche. Il lui dit franchement ça. Vous voyez, dire à quelqu'un, dans une discussion, en disant, ah oui, tu fais de la morale, mais bon, c'est quand même parce que tu gagnes bien ta vie. On pourrait le dire peut-être un peu aujourd'hui, mais c'est agressif. Hein. Quel est le sens de ces provocations de Socrate, hein? Est-ce qu'il l'écoute quand il dit « Ah, je te trouve très sage, Céphale », est-ce que concrètement, il se paye sa tête? Ou est-ce qu'effectivement, il estime qu'il y a quelque chose à apprendre de Céphale? On est tout le temps dans la provocation. Et au point que, je vous ai parlé tout à l'heure de la frustration des interlocuteurs de Socrate, ou la frustration du lecteur qui
qui est mu à la fois par ce désir de comprendre et par cette insatisfaction. Mais des fois, c'est agaçant. Et vous avez des scènes de dispute. Dans le livre 1, là encore, Thrasymach, à un moment, est pas très loin de secouer Socrate violemment. Il lui dit bien, ce que tu dis, tu n'es pas sérieux quand tu le racontes. Tu n'es pas sérieux quand tu parles. Tu te moques de nous, tu fais ton pitre, c'est amusant, mais tu n'es pas sérieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour Platon de choisir, à la rigueur, on pourrait discuter, comme porte-parole, un homme dont on ne sait pas si sa parole est sérieuse. Donc finalement, tout l'enjeu du discours, tout l'enjeu du texte, c'est de savoir si on ne perd pas notre temps à écouter un pitre. Et Platon ne nous donne pas la réponse. C'est ça qui est formidable dans son œuvre. C'est que nous sommes contraints, en lisant Platon, toujours on est au tribunal en train de juger Socrate. Est-ce que c'est un pitre dangereux ? Est-ce que c'est un farfelu sans conséquence ? Ou est-ce que c'est le plus sage des hommes ? Il va falloir qu'on juge, il va falloir qu'on tranche. Platon ne donne pas la réponse. Alors on aura envie de se rassurer en disant voilà, c'est son maître, etc. L'œuvre de Platon, qui est la seule chose qui nous reste, et ce à travers laquelle on va essayer de penser, elle est sans solution là-dessus. Se demander si Socrate est sérieux, c'est ça le sens du dialogue. C'est que si Platon n'a pas exposé sa pensée de manière dogmatique, mais l'a mis en scène, je crois que c'est la grande leçon du dialogue, c'est que tout exercice de la pensée suppose le jugement de la pensée. C'est-à-dire que avant même d'essayer de penser, il faut savoir si c'est sérieux, si ça vaut la peine de penser. Et ça, il n'y a pas de réponse. L'ironie de Socrate, elle renvoie, c'est mon premier point, cette question du dialogue, elle renvoie à ça, à cette incertitude sur la valeur de l'acte de pensée. Peut-être que là, on est complètement en train de perdre son temps. Peut-être qu'il faudrait faire complètement autre chose. C'est une perte de temps que d'essayer de se poser les questions qu'on se pose, de se rapporter à des textes vieux, etc. Il y a certainement mieux à faire. Enfin, il y a peut-être mieux à faire. L'ironie socratique, elle renvoie d'abord à cette incertitude qui est antérieure à l'exercice même du jugement. Il y a une incertitude qui est postérieure, celle que j'ai décrite tout à l'heure. C'est que penser, c'est toujours se dire qu'on ne pense pas assez, qu'on a mal compris, qu'il va falloir s'y remettre, on n'est pas dans cette forme d'instruction cumulative qui rassure, qui est la grande force des artisans. C'est de pouvoir maîtriser leur art à un moment, par l'entraînement, par l'ascèse. Il y a une frustration, donc une incertitude qui est postérieure à l'instruction, qui est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on sait. Il faut toujours y revenir, on ne peut pas cumuler. Mais il y a une incertitude qui est plus fondamentale, qui porte sur la valeur même de la pensée. Est-ce que c'est sérieux de vivre sa vie comme ça ? Et ce que j'essaie de suggérer, c'est qu'au fond, tous les problèmes qu'on tient pour disjoints, c'est-à-dire d'une part le problème politique, qui on va mettre aux commandes, comment distribuer les fonctions au sein de la société, etc., cette question politique n'est pas du tout disjointe de la question morale du choix de la vie. Quelle vie doit être menée, etc. Mais elle n'est pas non plus disjointe de la question de l'intelligence, de la culture. Quelle culture suivre ? Qu'est-ce qui est sérieux ? Au fond, ce qui fait de Platon, à mon sens, un maître en matière de liberté, c'est qu'il se garde bien de faire croire que la liberté puisse se mettre en phrase. C'est-à-dire qu'on puisse faire de la morale, moraliser. Il n'y a pas de code. Être libre, c'est affronter, peut-être de manière plus fondamentale que le risque d'une action, affronter le ridicule. Se dire que peut-être on a l'air d'un imbécile. On a l'air d'un imbécile à faire ce qu'on fait. Affronter cette incertitude de nos actes, c'est ce que peut susciter l'ironie socratique. La leçon de Socrate, c'est justement cet homme qui n'a pas peur du ridicule et qui, au contraire, fait le pitre, en un sens. Deuxième leçon de l'ironie de Socrate, je voudrais en dire un peu plus. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être ironique ? Alors, Aristote, dans l'Éthique et Nicomaque, tient l'ironie comme une habitude un petit peu détestable. C'est une forme de mensonge. Mais il a quand même bien, Aristote étant le disciple de Platon, etc., Platon lui-même disciple de Socrate, bon, il sait bien qu'il se joue autre chose dans la forme d'ironie qui est celle de Socrate.
L'ironie, quand elle n'est pas un mensonge, est au fond ce qu'on pourrait appeler un art de la dissimulation. C'est la dissimulation d'une supériorité. Le langage ironique a pour but de s'adresser à quelqu'un dont on sait qu'il ne comprendra pas ce qu'on va dire. Le langage ironique, c'est c'est une parole qui tient compte d'un fait qu'on peut discuter, qui est l'idée qu'il y a une hiérarchie naturelle entre les hommes. Et que si les hommes sont différents, si effectivement un Socrate n'est pas un Calliclès ou n'est pas un Thrasymachus, si les hommes sont profondément différents, et pas simplement séparés par leur caractère, mais par des différences de nature, Platon soutiendra l'hypothèse de l'idée qu'il y a plusieurs natures humaines. Il y a les natures de fer, d'or, d'argent, etc. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Encore, on peut dire que c'est absolument réactionnaire, que c'est une retombée dans des préjugés et des jugements anachroniques qui sont souvent très érudits. Mais je reviens sur ce que je disais. Si l'ironie suppose qu'il y a des gens différents, alors elle est l'expression du fait que le discours exprime une hiérarchie entre les hommes. L'ironie, c'est la forme de la parole qui exprime l'idée qu'il y a une hiérarchie naturelle entre les hommes. On parle différemment à des gens différents. C'est ça la leçon de Socrate. Socrate est quelqu'un, j'essaie de le dire, qui a compris que on ne peut pas être sûr de la légitimité qu'on a à faire ce qu'on fait. Mais s'il parle de manière ironique à Céphale, c'est-à-dire, en ce sens-là, on peut songer à la scène où il dit ouais, « t'es très sage, t'es vieux, etc. » On sait bien que quelque part, lui, c'est que la sagesse, c'est pas en vieillissant qu'on deviendra forcément plus malin. Des gens qui restent des idiots toute leur vie. La conception de la sagesse qui est propre à Platon n'a rien à voir avec la simple vieillesse. Mais quand il parle à Céphale, qu'est-ce qu'il fait? Il tient simplement compte du fait que Céphale est un vieil homme et qu'on lui doit malgré tout des égards. En ce sens-là, l'ironie de Socrate, elle est une forme de magnanimité. Elle est la dissimulation d'une supériorité, elle est le gage social qui est donné aux susceptibilités de chacun. On voit bien ce qui distingue à ce moment-là la simple ironie du mensonge. Quand vous mentez à quelqu'un, vous savez bien qu'il y a une forme d'égalité dangereuse entre vous. Ce que vous dites, il pourrait, je sais pas, l'amant qui trompe, je sais pas, le mari qui trompe sa femme, s'il lui ment, je pense qu'il sait que voilà, comme lui, elle pourrait avoir des soupçons, etc. Le mensonge, c'est une ruse entre égaux. L'ironie, ça n'a rien à voir. L'ironie, c'est cette idée que le fort ou le supérieur va s'adresser au plus faible ou à l'inférieur dans son propre langage afin de ménager sa susceptibilité. L'ironie est donc, non pas l'ironie est la parole de la politique aristocratique. L'aristocrate est ironique, non pas au sens où il se moque d'autrui, mais au sens où il a compris qu'il fallait tenir compte du fait que les hommes ne se comprenaient pas. C'est-à-dire, ce sont des natures qui les séparent. Donc, je vais peut-être redire ça un peu autrement. L'ironie, c'est ma deuxième interprétation de l'ironie socratique, elle est le signe d'une politique, elle est le signe d'une compréhension des rapports humains, où on comprend que la parole sépare les hommes, beaucoup plus qu'elle ne les réunit, et qu'en s'adressant différemment à autrui, en dissimulant son propre savoir, le philosophe agit d'une certaine manière en politicien, c'est-à-dire qu'il donne des gages à la société. Donc, pour résumer, sur cette question du dialogue, on peut dire que les dialogues socratiques sont la mise en scène de deux choses, ou d'une seule chose, si on veut. C'est la mise en scène d'une incertitude qui va prendre deux formes. Une incertitude à l'égard du savoir. Pourquoi Platon écrit des dialogues? C'est pour nous faire comprendre, pour mettre en scène deux incertitudes. L'incertitude à l'égard du savoir. Je ne sais pas si le savoir est possible et même souhaitable. Toute personne qui fait croire qu'il est bon en soi de lire des livres est dans la moralisation ou dans la formation professionnelle. Et ce qui arrive quand on essaie de justifier l'idée
que, par exemple, les études classiques doivent être défendues parce qu'elles ont une utilité sociale, on est sûr que après on va former quelques professionnels qui vont être des éditeurs très doués, mais qu'à ce moment-là, pas plus que moi j'ai besoin, par exemple, d'être plombier ou économiste, ou ça, je me fie à des professionnels, hein, on va dire, vous et moi, on n'a pas besoin d'avoir un rapport au classique. Hein. Ici, c'est solidaire. La défense professionnelle des études classiques, c'est ce qui les enterre. Donc quand on est en train quand on essaie d'avoir une argumentation économique pour sauver les études classiques, on voit bien que malgré tout, c'est ce qu'on voit, on va au mieux les enfermer dans un ghetto. Hein. On va mettre en dépôt la mémoire des humanités auprès de 3 spécialistes, et comme ça, on a signé une forme de lettre de quittance à l'égard de toute la société qui n'a plus à s'en soucier. Donc, le dialogue exprime l'incertitude sur la valeur du savoir. Hein. Dès qu'on est certain de la valeur d'un savoir, ça veut dire qu'il est utilitaire, ça veut dire qu'il cesse d'être un savoir, ça veut dire qu'il n'y a plus d'instruction, il y a de la formation. Et d'autre part, incertitude à l'égard des rapports humains, une incertitude à l'égard de la différence humaine, puisque la parole ironique, comme j'ai essayé de le montrer, la parole ironique exprime la duplicité fondamentale du discours. Si on est ironique, et ça peut nous arriver de l'être, c'est précisément pour tenir compte du fait qu'on a bien compris que l'autre en face ne va pas nous comprendre. L'autre en face ne va pas intégrer nos raisons, et c'est pour ça que justement, ce que l'on va dire, on va lui donner une apparence qui va satisfaire ses passions. Le grand paradoxe de la parole socratique, c'est qu'on a l'impression, quand on lit un peu Platon, que Socrate ne dit que des platitudes. Ou alors, à un moment, il semble dire une énormité. Qu'est-ce qu'il raconte, hein. Mais quand Platon, par la bouche de Socrate, par exemple, nous explique que finalement, il vaut mieux être juste qu'injuste, il vaut mieux payer ses dettes, que l'âme est immortelle, etc., on a l'impression d'être dans un ronron. C'est pour ça qu'il est plus facile aujourd'hui de vendre des livres pour expliquer que tout ça, c'est conventionnel, c'est traditionnel. Si on lit Platon comme ça, on peut se créer très facilement un profil et un personnage de rebelle. Pourtant, du coup j'ai perdu mon idée, je l'ai retrouvée. Ce que je disais, c'est que Socrate a l'air de dire des choses qui sont communes, qui sont plates. Mais l'art du dialogue, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que, reprenant le langage de tout le monde, il en subvertit les catégories. Et il exprime ce qui choque, et ce qui a tout le temps choqué, c'est-à-dire une exigence aristocratique. Socrate, quand il parle à quelqu'un, a l'air de dire, mais bien sûr, mon cher ami, on est tous d'accord, puis de toute façon on pense tous la même chose. Les puissances, pas plus à l'époque d'Athènes qu'à notre époque, ne commencent pas par dire nous sommes supérieurs et vous êtes des imbéciles. Au contraire, les puissances disent nous sommes d'accord, nous avons telle compétence et faites-nous confiance. Mais Socrate, par son ironie, finalement va suggérer quelque chose de beaucoup plus violent, qui est qu'effectivement il y a des hommes qui sont moins que des hommes. Et qu'il y a des grands sages, et qu'il y a des âmes égarées, etc. Donc l'ironie, c'est une manière de donner des gages à la pensée commune, d'être démocrate au sens le plus plat, tout en subvertissant ces catégories. Voilà. Donc, je conclus là-dessus. La question littéraire, qu'est-ce qu'un dialogue socratique, à laquelle finalement a abouti ma réflexion sur les difficultés du texte. La question littéraire, à mon sens, elle résume un peu l'ensemble des problèmes qu'on va rencontrer dans cette lecture du texte. La question littéraire du dialogue socratique, elle conduit au cœur de la difficulté, puisqu'il s'agit toujours d'en revenir à cette incertitude première, que vaut la pensée. Est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? Cette vie de pensée, de réflexion, est-ce que ça vaut le coup de passer 1 heure pour parler de ce qu'on vient de dire? C'est pas sûr. Oui. Ça, on peut, au moins l'honnêteté de Platon, c'est qu'on est obligé de poser cette question-là. Et d'autre part, est-ce qu'il est vrai qu'on a un avenir commun? Est-ce qu'il est vrai que les gens qu'on croise dans la rue participent de la même communauté,
est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment nous relier? C'est ça l'incertitude de la parole ironique. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir, comment est-ce qu'on peut faire peuple, faire société? Et c'est bien là le sens du titre même, hein, la politeia, la République. Platon n'entend pas par le thème de politeia ce que nous on peut entendre par le thème de République, c'est-à-dire peut-être l'état de droit, c'est-à-dire une structure juridique, etc. On peut le définir en sciences politiques, etc. Non, ce qui intéresse Platon, c'est la question de l'unité politique, c'est-à-dire du fait que les hommes constituent une entité qui serait une cité. Lorsque dans la fin de la République, Platon va décrire le cycle de vie, quelque part, des communautés humaines, il va nous montrer que les hommes sont à la fois rapprochés, le lien social est d'autant plus fort que les rois sont de plus en plus philosophes, mais à mesure que la philosophie va quitter la cité, ben ça va se déliter jusqu'à une espèce de cité qui est la cité tyrannique, où les hommes sont isolés et où il n'y a plus de lien. Donc la République renvoie non pas à un régime politique, elle renvoie à une question qui est de savoir si la concorde est possible, c'est-à-dire s'il peut exister une communauté humaine. Or, ces deux questions, évidemment, la question de la valeur de la pensée et la question de l'unité sociale sont liées pour Platon. Et en ce sens-là, on boucle la boucle. Et j'ai presque bouclé mon cours. La boucle est bouclée parce que la défense d'une vie philosophique, d'une vie consacrée à la pensée, elle est solidaire de l'idée que les hommes peuvent se rassembler et s'entendre véritablement sur quelque chose. Faire le pari socratique qu'on peut s'entendre en vérité sur ce que c'est que la justice, et non pas passer notre temps à nous étriper en estimant que nos ennemis sont mal comportés, ou que nos amis sont forcément plus justes que nos ennemis, etc. C'est-à-dire céder aux passions communes, aux passions collectives. Faire le pari, donc, qu'il y a quelque chose de plus que ces passions et ces déchirements, c'est ça, le pari socratique. Poser la question qu'est-ce que, ça veut dire qu'on va pouvoir s'entendre en vérité. Et qu'en ce sens-là, je donne une formule plus ramassée, ce que je dis, l'idée républicaine, elle est solidaire de cette idée qu'on peut comprendre ensemble, on peut s'entendre. C'est dire qu'on parle beaucoup pour dire ça. Mais s'entendre, ça ne veut pas dire partager les mêmes passions. Ça veut dire être capable de se mesurer à la même aune, de mobiliser par une commune référence aux idées, qui sont, si elles existent, en tout cas ce qui nous permet de nous entendre, on peut arriver à créer une communauté humaine qui ne soit pas simplement communauté de violence, de passion, d'incertitude, d'aveuglement. Et c'est là où j'arrive à la toute fin de ce que je voulais dire, à cette notion d'aveuglement que j'ai traversée un petit peu. On n'a pas arrêté de la croiser. L'interrogation de Platon, c'est de savoir, d'une part, est-ce que nous-mêmes nous pouvons sortir de l'aveuglement? Est-ce qu'on peut sortir de l'erreur, de l'illusion, de la confusion qui est constamment la nôtre? Si c'est possible, c'est qu'il faudrait arriver à comprendre ce que Socrate prétend savoir, mais qui semble caché derrière son ironie. Et d'autre part, est-ce qu'on peut sortir de l'aveuglement collectif qui fait que les hommes vont s'entretuer sans cesse pour les raisons les plus stupides, et toujours avec la conviction que leurs raisons sont les bonnes. C'est-à-dire que la question républicaine, si j'ai été clair, la question républicaine, c'est la question de la communauté humaine. Qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce que ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous sépare en réalité, nos passions? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui nous rassemble, c'est une même pensée? Cette question républicaine, elle est solidaire de la question intellectuelle, et elle culmine dans une réflexion sur la paix. Moi, tel que je comprends Platon, et tel que je comprends la question de la philosophie, c'est peut-être un peu grandiloquent, c'est de savoir si la paix est possible. La paix en soi-même, qui est la condition de la paix avec autrui. L'œuvre de Platon, à mon sens, est une réflexion sur la possibilité de la paix, et de cette idée que le philosophe est un messager paradoxal, puisqu'il serait un messager de la paix,
qui parle un langage, entre guillemets, un langage de guerre. Le langage du paradoxe, le langage du conflit, le langage de la rupture, du désengagement, ce qui fait qu'il y a chez Socrate une virulence, une provocation, il monte au front, il monte au combat. Hein, comme à la bataille où il sauve Alcibiade. C'est ce paradoxe-là qu'on va essayer de saisir. Et cette notion d'aveuglement, j'ai essayé de la résumer un petit peu, on la trouve au cœur, au centre même, presque au centre géographique de l'œuvre, qui est la célèbre allégorie de la caverne. Vous connaissez sans doute ça, c'est un poncif de terminale, hein, l'allégorie de la caverne. Alors moi je la commande jamais parce que ça me terrifie, hein, c'est énorme, hein, tout ce qu'il y a dans ce texte. Et puis évidemment, dès que vous le commentez, vous finissez par dire voilà, on est tous des esclaves, mais grâce à la philosophie, on va arracher nos chaînes et on va monter vers la lumière. Bon, ça devient un peu kitsch. Voilà, mais la métaphore de la caverne, pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Je vais essayer de résister au kitsch. C'est que l'image de Platon est censée nous montrer, nous, dans notre vie présente, on est enchaîné. Qu'est-ce que ça veut dire que de supposer que tous nos comportements sont au fond des aveuglements ? Au fond, la lumière n'est pas là. Ce soupçon, c'est ce qui nous permet d'écouter Socrate. Et c'est ce qui sauve, par exemple, Glaucon et Adimante, qui, tout en ayant parfaitement conscience qu'ils pourraient faire tout à fait autre chose, ils pourraient aller vivre leur vie d'ambitieux, devenir tyrans, etc., ils écoutent Socrate, parce qu'ils ont en eux, justement, ce doute qui porte sur la valeur même de leur choix. Et cette inquiétude, cette incertitude qui est en fait le soupçon, l'idée que ce que l'on tient pour vrai, les paroles même que j'essaie d'exprimer un peu maladroitement là, pour essayer de dire ma pensée, ces paroles mêmes ne sont au fond peut-être que l'expression d'un nouvel aveuglement. Cette paranoïa, si on veut, c'est la philosophie. On peut parler très doctement dans la caverne, il faut lire le texte dedans. Vous avez les prisonniers qui sont là en train de dire « Ah, t'as vu cette ombre, c'est ça ?» Il y a des spécialistes qui sont là pour compter le nombre d'occurrences de telle ombre sur le mur de la caverne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la caverne qu'on n'est pas obligé de parler. Simplement, quand vous parlez des ombres de la caverne, vous ne parlez pas du réel. Vous êtes complètement à côté du réel. La métaphore de la caverne et la question de l'aveuglement, qui est le cœur finalement peut-être de l'œuvre qu'on veut lire, elle porte précisément là-dessus, sur le soupçon de dire que ce que je tiens pour réel, ce n'est pas le réel. Cette inquiétude sur la nature du réel, cette incertitude, ce soupçon qui est que ce que l'on tient pour de bon sens est peut-être quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le bon sens. C'est là le soupçon socratique. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que la pensée, au fond, n'est pas du tout ces discours ou ces phrases qu'on va peser presque au trébuchet d'une discussion érudite. La pensée, c'est cette lumière qui éclairerait les choses, de manière à ce qu'elles puissent être non seulement enfin réellement comprises. Je vais prendre un exemple qu'on retrouvera parce qu'il est dans le premier livre. Vous avez Thrasymach qui est le personnage qui incarne, je l'ai appelé le réalisme vulgaire. C'est un sophiste, mais c'est pas le plus grand des sophistes. Lisez le Protagoras ou le Gorgias, là vous verrez des sophistes autrement plus forts que Thrasymach. Mais bon, bref. Thrasymach, c'est un jeune ambitieux qui fait étalage de son réalisme. Il vous explique, on parle de la justice, on parle de l'État, et il vous explique un petit peu comme dans une grande école, etc., que voilà, lui c'est un professionnel et qu'il n'est pas dupe du sens des lois. Il nous explique que le pouvoir a été institué pour que les puissants en profitent et qu'ils tondent les moutons que nous sommes, c'est-à-dire nous les faibles, les dominés. Donc Thrasymach fait l'étalage de son ambition, et puis de sa sagesse, de cette espèce de cynisme, de réalisme un peu vulgaire, qui veut dire, bon, voilà, vous allez au pouvoir, et là, enfin, vous allez comprendre que la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Donc arrêtez de nous raconter des espèces de trucs sur le droit, la paix, etc. Non, la réalité, c'est que le pouvoir, c'est des types qui sont montés
à la puissance du forceps et avec pas mal de coups bas, et qui, une fois qu'ils sont là, s'en mettent plein les poches, et c'est très bien, c'est comme ça. Voilà. Donc, Thrasymachus nous fait cette leçon-là. Et Socrate va se mettre évidemment à considérer ce jugement-là, non pas comme l'expression d'une vérité toute faite, mais comme quelque chose à examiner. Et il va réfuter Thrasymachus par un argument qui est à la fois imparable et qui, en même temps, est assez étrange. Je veux dire, pour le dire très vite, un gouvernant, en ce qu'il est gouvernant, ne poursuit pas son propre intérêt. De même que le berger, en ce qu'il est berger, ce qui l'intéresse, c'est de faire en sorte que son troupeau va bien. Le berger, l'intérêt du berger, ce qu'il va en retirer, c'est tout autre chose. Tant qu'il est que berger, dans sa fonction de berger, l'art du berger, c'est d'entretenir la brebis. De la même manière, le gouvernant, son art, c'est de faire paître, effectivement, il reprend la métaphore de Thrasymachus, c'est de faire paître le peuple, et donc d'œuvrer pour son bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on parle rigoureusement de ce que c'est qu'un gouvernant, si on définit correctement le terme, on voit qu'il accule à une contradiction dialectique. On ne peut pas estimer qu'un gouvernant, en ce qu'il est gouvernant, gouverne pour son propre intérêt. Il joue, là quand vous lisez ça, vous dites tiens, ok, mais on a l'impression qu'il joue sur les mots. C'est pour ça que ce Thrasymachus va s'énerver en disant mais ça va, voilà, il ne s'agit pas de se demander ce que c'est que gouverner en tant que gouvernant, il s'agit de prendre le pouvoir, ok, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le type d'argument philosophique mobilisé par Socrate reconduisent en permanence l'ambiguïté que j'ai essayé de décrire. C'est que quand vous comprenez pourquoi est-ce que Socrate réfute Thrasymachus, vous n'en êtes pas pour autant convaincu que Thrasymachus a tort. Mais vous comprenez simplement que Thrasymachus exprime peut-être une forme d'aveuglement, qui est l'ambition, à moins que ça soit Socrate qui lui-même soit aveuglé par sa passion des mots. Nous, en le lisant, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Platon met en scène cette incertitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la caverne n'est pas une doctrine, c'est une image du soupçon de l'âme à l'égard d'elle-même. L'éducation ne consiste donc pas à former à des politesses, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ne soit pas marginal, qu'on soit intégré en société. Et Thrasymachus, le discours de Thrasymachus est une forme de politesse sociologique. Le discours de Thrasymachus, c'est un discours qu'on tient dans certains milieux pour dire bon bah oui, voilà, on est là, on en fait partie, on en est. Hein. Mais là encore, c'est une simple politesse, c'est un dressage social, si on veut. L'idée de la caverne, l'idée d'un soupçon que l'âme pourrait exercer à l'égard d'elle-même, c'est essayer de désigner une possibilité qui nous est ouverte, une simple possibilité qui serait celle de la philosophie. Ce que je trouve grandiose chez Platon, c'est que c'est un philosophe qui ne tient pas pour évident que tous les hommes doivent faire de la philosophie, mais qui se borne à réfléchir sur ce que c'est que la nature humaine, en ce qu'elle a comme possibilité, entre autres choses, de se faire philosophique. Donc il y a une liberté chez Platon qu'on peinerait à trouver chez des penseurs de profession, qui sont toujours tentés d'estimer de s'étonner qu'il y ait des gens pour faire autre chose que ce qu'ils font. Certains professeurs de philosophie peuvent se demander si c'est normal qu'il y ait des non-philosophes. Le problème, ça serait ça. Si vous avez compris, si la philosophie, c'est la vraie vie, pourquoi est-ce que d'autres ne s'y intéressent pas? Platon ne moralise pas. Il sait très bien que la philosophie est une possibilité parmi d'autres. Cette possibilité, et là j'en ai terminé, c'est une possibilité qui interroge notre rapport à la vérité, je l'ai dit, au réel. Qu'est-ce qui est réel? Est-ce que Socrate, quand il dit, quand il utilise l'argument de la rectitude des noms, est plus proche de la réalité du politique que Thrasymachus quand il dit que voilà, le politique est là pour s'en mettre plein les poches, hein. Donc ça interroge, cette possibilité interroge notre notion de vérité, hein. Mais en retour, nous sommes interrogés par cette possibilité, parce qu'elle nous sommes, d'une certaine manière, elle nous impose, et ça Socrate allait sur le marché pour imposer l'option qu'il avait choisie aux autres, pour montrer que voilà, si la philosophie nous interroge, si la philosophie
nous interroge, elle interroge en retour la cité, et il y a un dialogue qui va s'instaurer, une tension. Hein. La cité accuse le philosophe en lui disant mais t'es un pitre, hein, t'as rien compris, ou alors ça c'est quand on pense qu'il n'est pas dangereux, mais Socrate a été mis à mort. Hein. Donc la cité va accuser le philosophe, et le philosophe, dans le même mouvement, va l'accuser d'irréalité, hein, sans que nous, qui sommes ici lecteurs et qui ne sommes condamnés qu'à essayer de refaire l'expérience de Socrate, ne pouvons espérer encore de savoir lequel des deux a raison. La conciliation, donc, entre la cité et les philosophes, c'est-à-dire la possibilité de la philosophie, n'est pas possible. C'est ce qu'exprime la mort de Socrate. Et c'est ce qu'exprime l'idée qu'on pourra être sûr de savoir ce qu'il faut faire le jour où les rois seront philosophes. On peut faire une traduction libre du grec, dire le jour où les poules auront des dents. Donc ça veut dire que l'exigence de paix, c'est-à-dire essayer de défendre l'idée qu'on peut s'entendre, qu'on peut former une communauté humaine, qu'on peut comprendre, cette possibilité qui est celle de la philosophie bien comprise, elle n'est absolument pas assurée de se réaliser. C'est un risque. Et ce qu'on va essayer de juger en lisant Platon, c'est si ce risque vaut la peine d'être pris, s'il est sensé ou insensé. À mon sens, une lecture de Platon a pour but donc de savoir si le risque qu'a pris Socrate, qu'il a abouti à la mort, est un risque qu'il est bon ou non de prendre, sans justement pouvoir s'assurer du fait qu'en philosophant, peut-être on rate sa vie parce qu'on se prive de suivre la carrière des Thrasymachs. Je vais conclure sur Rousseau. J'avais recopié un passage de l'Émile où justement Rousseau, qui a compris que le problème de la République, c'est pas un traité de politique institutionnelle, Rousseau voit dans la République un traité d'éducation, c'est-à-dire un traité qui a pour but de nous instruire sur le risque et le sens, le risque qui vaut la peine d'être pris, et le sens d'une vie bonne. L'unité de ce problème moral avec le problème politique, Rousseau le résume dans une phrase qui est très belle, enfin vous la retrouvez dans la présentation du site, où il dit voilà, on peut juger que le traité de Platon, que finalement la philosophie, c'est ce qu'il y a derrière, est complètement irréaliste, mais ce jugement sur Lycurge, le grand politique, le grand législateur Lycurge, en disant le problème c'est que Lycurge, qui croyait être très réaliste en faisant des lois, était peut-être encore plus irréaliste parce qu'il estimait que c'était sans philosophie qu'on pouvait faire la paix sociale. Alors, c'est un libre commentaire qui, j'en ai bien conscience, est un peu confus, donc je ne vais pas vous laisser sur cette formule-là. Je dirais simplement que la République, l'idée la plus générale, moi ce qui me rend ce texte intéressant, c'est qu'il nous contraint, à réfléchir sans moralisme sur la valeur de la justice et de la raison, y compris sans moralisme politique, c'est-à-dire considérer qu'effectivement il y a des gens qui sont pas des hommes, qui sont faits pour être menés, d'où l'ironie, d'où le gage qu'on donne à l'infériorité des autres, et d'autre part cette conviction que s'il y a une possibilité philosophique, c'est celle d'essayer de produire une paix réelle. Il y a une espérance philosophique qui consiste à estimer qu'on n'est pas forcément voué au conflit indéfini et à l'obscurité. Voilà. La prochaine fois, je parlerai j'essaierai de circonscrire mon propos. Là, c'était un peu une bande-annonce, un truc un peu large. Je circonscrirai mon propos à une réflexion sur l'anogiges, dont le texte est déjà en ligne, afin d'essayer de cerner. L'anogiges, il y a un contexte, il y a des choses avant et après, de cerner l'ampleur du jugement, de la réflexion morale qui domine la République. Et après, on reviendra au début et on fera un commentaire suivi du prélude. Voilà.